pancréatique va être très richement vascularisé et très richement innervé. Nous allons commencer par évoquer les artères du pancréas, du bloc duodéno-pancréatique, devrait-on dire, sur un premier schéma de face dont voilà toujours la portion crâniale et le côté latéral droit, et esquissé en arrière les vertèbres thoraco-lombales, la 12e vertèbre thoracique étant figurée dans ce plan, puis les 4 premières vertèbres lombales, avec la 3e lombale à ce niveau. Sur le flanc antéro-latéral gauche du rachis, donc, l'aorte abdominale qui traverse le diaphragme en TH12, qui va se diviser en L3, L4 en ces 2 dernières collatérales iliaques principales. L'aorte abdominale abandonne donc en TH12 le tronc cœliaque de Louchka, puis va abandonner en L1 l'artère mésentérique supérieure, abandonnant en L3 l'artère mésentérique inférieure. Le bloc duodéno-pancréatique est donc projeté, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, dans cette région avec la tête, avec le corps, avec l'isthme et avec la queue du pancréas. Et ce bloc duodéno-pancréatique va premièrement recevoir des branches nourricières du tronc cœliaque et tout particulièrement de l'artère hépatique commune qui, dans la disposition classique, va ici abandonner l'artère gastro-duodénale, celle qui tout à l'heure donnait l'empreinte décrite par Villard à l'aplomb du tubercule épiploïque, du tubéromentale, artère gastro-duodénale qui va abandonner ici l'artère gastro-épiploïque droite, puis le bloc des 2 artères pancréatico-duodénales droites, sur lesquelles Dorio Branco a beaucoup insisté. Ces artères vont se glisser ensuite entre le duodénum et le pancréas, vont glisser vers la droite l'artère pancréatico-duodénale supérieure droite, l'artère pancréatico-duodénale inférieure droite, vont abandonner toute une série de collatérales pour ce chevelu vasculaire de la tête et vont alors passer à la face postérieure de la tête du pancréas. Ces artères pancréatico-duodénales supérieures et inférieures droites vont maintenant être rejointes par les branches gauches qui sont issues de l'artère mésentérique supérieure qui est née, comme nous l'avons montré tout à l'heure, à l'aplomb de la première vertèbre lombale, en arrière de l'isthme du pancréas, et qui apparaît ici au-dessus du processus incinatus. En dehors des artères destinées à l'angle de Treitz et des premières collatérales destinées aux premières anses jéjunales, l'artère mésentérique supérieure va abandonner le tronc des pancréatico-duodénales gauches. Celles-ci vont glisser derrière la tête du pancréas et rejoindre, pour s'y anastomoser à plein canal, les artères pancréatico-duodénales supérieures et inférieures droites, fermant ainsi, en regard de ces 2 croix, les 2 premiers cercles artériels de la tête qui sont rétrocéphaliques. Il est classique, comme Woodburn et Olsen l'ont montré, de décrire une anastomose céphalique qui, elle, est pré-céphalique, pré-pancréatique et qui rejoint aussi le tronc des pancréatico-duodénales gauches d'origine mésentérique supérieure. Bien sûr, ce qu'il est important de noter ici, c'est la variation anatomique qui est relativement fréquente, qu'est la naissance de l'artère hépatique droite à partir de l'artère mésentérique supérieure, variation anatomique qui représente un danger chirurgical majeur
la ligature de cette artère est alors, dans la chirurgie pancréatique, une véritable catastrophe pour le lobe droit du foie, et c'est peut-être ce qui justifie encore la pratique de l'artériographie cœlio-mésentérique avant toute intervention sur le bloc duodéno-pancréatique. Le deuxième flux vasculaire, toujours issu du tronc cœliaque de Louchka, qui par ailleurs abandonne l'artère gastrique gauche, l'ancienne artère coronaire stomachique, le deuxième flux vasculaire va maintenant venir de la troisième branche terminale du tronc cœliaque, j'ai nommé l'artère splénique. Celle-ci va courir, et nous l'avions également décrite avec la morphologie générale, sinueuse, sur le rebord supérieur de l'isthme, puis de la queue du pancréas, en y creusant cette gouttière, avant de se ramifier dans le hile de la rate. L'artère splénique abandonne près de la queue du pancréas l'artère gastro-épiploïque gauche, qui, avec la gastro-épiploïque droite, va fermer le grand cercle artériel de l'estomac, et abandonne très fréquemment, bien visible sur les artériographies cœliaques, un petit rameau pelotonné pour les ganglions du hile de la rate. L'artère splénique va donc, cheminant sur le rebord supérieur et à la face antérieure et à la face postérieure, abandonner toute une série de collatérales pour l'isthme et pour la queue du pancréas. La queue du pancréas peut être, là aussi, de façon variable, vascularisée par une artère pancréatique transverse qui avait été décrite par Testu, qui est une collatérale de l'artère mésentérique supérieure qui chemine sous la queue et sous l'isthme du pancréas, et avec des trajets et des variations qui sont nombreuses entre l'une des pancréatico-duodénales et l'artère splénique, se trouve tendue ici la pancréatica magna de Haller, l'arcade de l'isthme du pancréas, par rapport à la pancréatica transversa de Testu, qui, elle, file vers la queue du pancréas. Les veines du pancréas vont se drainer dans le tronc porte, dont la confluence va caractériser justement le rapport principal de la face de la tête du pancréas. Voici, toujours sur le même schéma de face avec la portion crâniale et la portion latérale droite, le rachis thoraco-lombal profilé vers l'arrière avec la 12e vertèbre thoracique, puis les 4 premières vertèbres lombales dans ce plan. Nous allons ici rappeler en arrière, sur le flanc antéro-latéral droit du rachis, la veine cave inférieure, car il s'agit du tronc de confluence de drainage cave important, postérieur, que nous retrouverons aussi dans les rapports, et nous allons remettre, comme précédemment, le parenchyme pancréatique avec le tubercule épiploïque, avec la tête du pancréas, le petit pancréas, l'isthme, le corps du pancréas et la queue du pancréas vers la gauche. Ce parenchyme pancréatique, sous l'angle veineux, va tout d'abord dépendre de la veine splénique. Il s'agit d'une veine qui, sortie du hile de la rate, va maintenant cheminer plus rectiligne que ne l'est l'artère splénique sur la face postérieure du parenchyme pancréatique, et qui va creuser une gouttière séparée donc du trajet de l'artère splénique. La veine splénique va recevoir à des niveaux variables la veine petite mésentérique ou la veine petite mésaraïque, veine qui quelquefois passe en arrière du génu latéral gauche, et cette confluence du tronc spléno-mésaraïque va donc recevoir les veines de la queue du pancréas et d'une partie de l'isthme du pancréas. C'est derrière l'isthme et derrière la tête que l'on voit maintenant arriver le confluent principal, j'allais dire l'affluent principal, qu'est la veine grande mésentérique, la veine mésentérique supérieure, qui chemine sur le flanc droit de l'artère homologue.
Cette veine va recevoir tout d'abord le tronc gastro-colique droit qui reçoit la veine gastro-épiploïque droite d'une part, qui reçoit la veine colique droite et qui va recevoir également la veine pancréatico-duodénale inférieure droite qui se draine dans ce tronc gastro-colique droit. Puis, ce flux veineux essentiel qu'est la veine mésentérique supérieure va rejoindre le tronc splénomésaraïque derrière la tête du pancréas et de cette confluence va prendre naissance le tronc de la veine porte que nous voyons ici apparaître derrière le génus superius, au-dessus du tubercule épiploïque de His, ce tronc de la veine porte constituant l'élément principal du pédicule hépatique dont voici le rapport biliaire, le canal cholédoque, qui est un des rapports essentiels de la tête. C'est donc là, en arrière, que va prendre naissance la veine porte, que nous retrouverons d'ailleurs dans le chapitre des rapports, et c'est dans le tronc de la veine porte que va se drainer maintenant le flux pancréatico-duodénal supérieur droit, cette veine pancréatico-duodénale supérieure droite étant beaucoup plus fragile que l'artère, et dans sa dissection, dans sa ligature, il faut faire attention car c'est un élément qui est très friable. Dans la veine pylorique, la pylorique veine des auteurs anglo-saxons, viennent également se drainer quelques veines du tubercule épiploïque. Voilà donc pour le drainage veineux de ce flux de retour de la glande pancréatique dont nous allons maintenant envisager le drainage lymphatique. Le carrefour rachidien postérieur à l'aplomb de la 12e vertèbre thoracique, toujours sur le schéma du rachis présenté de face, correspond à ce carrefour de Louchka et va être un nœud lymphatique essentiel. Voici les vertèbres lombales rapidement esquissées comme précédemment. Et nous allons ici remettre à peine esquissé le trajet de l'aorte abdominale avec le tronc cœliaque, avec le départ de la mésentérique supérieure et pouvoir remettre le parenchyme pancréatique, le tubercule épiploïque, la tête, le processus incinatus, l'isthme, le corps du pancréas et la queue du pancréas vers la gauche. Voici ce parenchyme. Eh bien, nous allons rappeler également le trajet des veines, la veine petite mésentérique, la veine splénique qui passe en arrière, comme nous venons de l'expliquer, la veine mésentérique supérieure, le gros tronc essentiel avec le tronc gastrocolique droit, puis la veine porte qui est là en arrière du génus superius, avec le rapport cholédocien qui avait déjà été évoqué aussi précédemment, qui va être important, et avec le rapport digestif du cadre duodénal dont nous allons ici sectionner le deuxième duodénum et retrouver ici vers la gauche l'angle de Trice et le quatrième duodénum. Les lymphatiques du pancréas vont se drainer en deux groupes. Premièrement, le groupe postérieur. Celui-ci va être marqué par les nœuds lymphatiques de la veine splénique tout le long du trajet de cette veine, puis va être marqué par les nœuds lymphatiques de la grande veine mésentérique supérieure, puis par les nœuds lymphatiques de la tête du pancréas, groupe duodéno-pancréatique, et enfin va être marqué ici en arrière par des ganglions mésentériques inférieurs et dans le pédicule hépatique par des ganglions
cholédotiens. Le deuxième type de nœud lymphatique du pancréas est caractérisé par des ganglions qui sont en avant de la masse pancréatique. Ceux-ci vont, premièrement, cheminer satellite de l'artère splénique, puis, deuxièmement, satellite des éléments mésentériques supérieurs entre l'artère et la veine, puis, troisièmement, satellite du groupe gastro-colique droit, ce qui est important pour le drainage lymphatique de la pathologie tumorale du côlon, puis, quatrièmement et cinquièmement, être drainé ici dans des ganglions lymphatiques qui sont sous-pyloriques et qui sont rétro-pyloriques, collés au tubercule épiploïque, et enfin, sixièmement, des ganglions lymphatiques satellites de la veine petite mésentérique. Tous ces ganglions lymphatiques vont faire maintenant relais dans ces nœuds qui sont tout autour du tronc cœliaque, dans cette zone de Louchka, et qui vont expliquer alors que lorsque l'envahissement ganglionnaire atteint ce relais pré-rachidien, il n'y a aucun geste chirurgical possible dans la chirurgie tumorale, non seulement des viscères digestifs, mais encore des viscères gonadiques ou des viscères pelviens. Le dernier élément trophique du bloc duodéno-pancréatique va intéresser les nerfs. Et ceux-ci sont de deux types. Nous allons toujours esquisser le rachis avec la même présentation et les mêmes repères, le rachis thoraco-lombaire, pour mettre en place les éléments musculaires. D'un seul trait, nous allons esquisser le profil du psoas, parce que les premiers nerfs qui vont intéresser ce bloc sont des nerfs rachidiens mixtes, issus de la 12e racine intercostale, mais surtout de la première racine lombale qui, à droite comme à gauche, va donner naissance aux nerfs ilio-inguinaux et ilio-hypogastriques, les anciens grands et petits nerfs abdominaux génitaux, puis de la deuxième racine lombale qui va donner naissance au cutané fémoral latéral de la cuisse et au nerf génito-fémoral, qui va donner naissance avec la troisième et la quatrième racine lombale au nerf fémoral et au nerf obturateur. Ceci va expliquer pourquoi certaines pathologies inflammatoires, certaines pathologies tumorales, certains kystes du pancréas vont, dans leur symptomatologie, avoir des douleurs qui vont se projeter, par exemple dans la pathologie de la queue du pancréas chez l'homme au niveau du testicule gauche, qui vont se projeter sur les dermatomes qui dépendent de ces éléments rachidiens mixtes. Le deuxième type d'éléments importants que l'on va trouver à ce niveau sont des nerfs splanchniques, des nerfs végétatifs. Et je vais rappeler pour ce faire ici l'aorte abdominale avec la naissance à gauche en L1 de l'artère rénale gauche, en L1, L2 de l'artère rénale droite, et la naissance, l'aorte abdominale se bifurquant en bas dans ses artères iliaques primitives droite et gauche, la naissance du tronc cœliaque, la naissance de l'artère mésentérique supérieure et la naissance de l'artère mésentérique inférieure. Je vais également rappeler ici sur le flanc antérolatéral droit du rachis, en la sectionnant à l'aplomb de L1, la veine cave inférieure qui va recevoir sur son flanc gauche la veine rénale gauche, laquelle passe devant l'aorte et devant l'artère rénale droite et est prise dans la pince artérielle que forme la veine, l'artère mésentérique supérieure en avant, avec le tronc de l'aorte en arrière. Nous sommes donc là au contact de ce confluent vasculaire très important où le
premier élément qui va nous intéresser est l'élément parasympathique, c'est le pneumogastrique. Et c'est la 10e paire des nerfs crâniens droite qui, derrière l'ésophage, en TH11, va maintenant amener le contingent parasympathique au ganglion semilunaire, au plexus solaire, dont nous allons voir ultérieurement la complexité. Mais ce nerf pneumogastrique droit va continuer à descendre pour donner autour de l'artère mésentérique supérieure, autour de l'artère mésentérique inférieure, le contingent parasympathique abdominal, et à partir de ce nerf, vers la gauche pour la queue et pour l'isthme du pancréas, vers la droite pour la tête et pour une partie du corps, se détachent les premiers nerfs végétatifs, splanchniques, parasympathiques, qui vont intervenir dans l'innervation sécrétoire et dans la commande de la sécrétion acineuse du pancréas. Le deuxième contingent qui va nous intéresser maintenant est représenté par le contingent orthosympathique. Tout d'abord, la chaîne orthosympathique latérovertébrale qui, de thoracique, se prolonge maintenant à l'étage lombaire, marquée qu'elle est par les renflements ganglionnaires qui, le plus souvent, sont au nombre de 3, peuvent quelquefois être au nombre de 4, et qui sont rattachés par les ramies communicantes aux nerfs rachidiens mixtes. Mais surtout, ce sont les nerfs splanchniques, le grand et le petit splanchnique, qui sont les nerfs d'origine thoracique, avec les variations que l'on connaît, que je représente ici du côté gauche, à savoir la possibilité d'un nerf moyen splanchnique issu des 6e, 7e, 8e, 9e nerfs rachidiens et ganglions orthosympathiques thoraciques, du 10e, 11e et 12e ganglion thoracique pour le nerf petit splanchnique. Lorsqu'il existe un moyen splanchnique, il naît isolément du 10e ganglion thoracique. Et ces nerfs orthosympathiques vont venir rejoindre le contingent parasympathique, tout d'abord du ganglion semilunaire, ensuite des ganglions latéraux aortico-cœliaques, latéraux aortico-mésentériques, latéraux aortico-rénaux, comme les ganglions rétro-rénaux qui ont été isolés par Hirschfeld, et tout cet ensemble va présenter des anastomoses qui sont homolatérales, des anastomoses qui sont contralatérales et qui tissent, vous le voyez, au contact de ces vaisseaux, un chevelu nerveux inextricable dont vont partir maintenant des branches efférentes, à la fois vers le duodéno-pancréas à droite, vers l'isthme, la queue du pancréas vers la gauche. Et si je projette maintenant là-dessus, ne serait-ce que pour en rappeler la topographie, la glande pancréatique, avec le tubercule épiploïque, le tuber omentale, avec le processus incinatus, le corps, et avec la queue du pancréas, on comprend ainsi pourquoi, dans toute pathologie du pancréas, il va y avoir ce syndrome solaire, avec cette douleur qui est térébrante, qui est profonde, avec un sujet qui va être plié en deux, le poing dans l'épigastre, et qui appuie pour essayer de calmer cette irritation du plexus solaire qui témoigne de la richesse de ce duodéno-pancréas.